Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, on commence avec 2 minutes d'avance, si je ne m'abuse, mais bon, je crois que tout le monde est là, ou quasiment. Donc nous sommes vraiment ravis de vous retrouver, hein, même s'il y avait l'Unipop Art, Littérature et Cinéma jeudi dernier. C'est le retour de l'Unipop Histoire pour 2 soirées avant l'été et puis la reprise en septembre. Et donc cette soirée, elle s'est un peu imposée d'elle-même. Il y avait plusieurs raisons. La première, c'est l'actualité. C'est-à-dire que vous avez un film qui est à l'affiche, qui est L'ombre de Staline, qui est la première fiction cinéma consacrée à la grande famine soviétique 1932-1933. Donc le film a déjà été présenté dans le cadre du Festival du film d'histoire, en avant-première, mais il sort cette semaine sur les écrans. Il était prévu initialement au mois de mars, mais avec le confinement, la sortie a été reportée. L'autre actualité, vous la voyez derrière moi, c'est la publication par Nicolas Werth, que vous connaissez bien, qui est un habitué de l'Université populaire, du Festival du film d'histoire. Donc la publication chez Que sais-je, d'un livre très dense, très synthétique et très précis sur les grandes famines soviétiques. Et puis, il y a quelques mois, en plus du livre de Nicolas Werth, la publication par Anne Applebaum, qui est une journaliste américaine, d'un livre qui s'intitule « Famine rouge », donc qui est une vaste enquête sur ce sujet. Donc autrement dit, on va le voir tout à l'heure, on aura le temps d'en discuter, c'est un sujet qui a été longtemps occulté, pour lequel il y a eu des livres, certes, mais pas tant que ça, compte tenu de l'importance du sujet en termes d'histoire. Il y a eu très peu de films, un seul documentaire, un documentaire canadien, qui a été diffusé dans les années 80. Et donc, le même semestre, on se retrouve avec un film important qui a été présenté à la Berlinale et 2 films écrits par les meilleurs spécialistes du sujet. Donc, tout cela nous incitait évidemment à vous proposer cette soirée. Et au pied levé, évidemment, Nicolas est revenu de Bretagne pour une soirée avec vous. Et je le remercie sincèrement parce que, vous le savez, c'est un cas particulier puisque ça fait 2 soirées dans la même saison de l'Unipop, puisque tu étais avec nous à l'ouverture quasiment avec les 2 totalitarismes pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc les 2 totalitarismes en Union soviétique. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il faut que je représente Nicolas Werth, mais enfin, vous le connaissez. Hein, il est intervenu, je crois, 7 fois déjà. Hein, il a parlé de l'Église orthodoxe, de Staline, de Brejnev, du Goulag. Voilà. Et il est intervenu, bien sûr, dans le cadre du Festival du film d'histoire, notamment avec une série d'entretiens consacrés à la période de l'entre-deux-guerres. Et nous y sommes aujourd'hui. Alors, en introduction, peut-être, si on parle du confinement, on peut commencer par le fait qu'on pouvait avoir, pendant cette période de confinement, enfin, moi en tout cas, une réponse assez courante à la question « c'est difficile » et tout ça. Je répondais « c'est moins difficile que le goulag ». Alors, c'est un système qui marche aussi avec la Grande Terreur et qui marche aussi avec la Grande Famine, mais on y vient. Alors, peut-être, pour commencer, on va commencer par le titre du livre, « Les grandes famines soviétiques ». Alors, c'est sur le pluriel. Oui. Évidemment que... Parce que, pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément bien l'histoire soviétique, on peut s'y perdre, parce qu'on a l'impression qu'il y a toujours eu des famines en Russie, puis en Union soviétique, et finalement, de quelle famine parle-t-on ? À quelle année ? À quel moment ? À quel endroit ? Est-ce que déjà... Oui, bien sûr. On peut avoir une situation sur cette série de grandes familles. Oui, merci François de m'avoir réinvité. Ça me fait toujours très plaisir de revenir à Pessac, voilà, pour à la fois le festival, pour l'Unipop. Alors, les famines soviétiques, oui, alors j'ai choisi d'emblée parce que, au fond, s'il y a une famine dont on a entendu peut-être parler un petit peu, c'est en effet la grande famine en Ukraine, d'ailleurs qui a été
l'objet du premier grand livre sur cette question. Il y a, en 1986, Robert Conquest avait écrit un livre qui s'appelait « Sanglante moisson » et qui traitait essentiellement donc de la famine en Ukraine. Anne Applebaum, dans son livre « Famine rouge », s'intéresse quasi exclusivement aussi à la famine en Ukraine, la grande famine de 1932-33. J'y reviendrai. Moi, j'ai voulu traiter à la fois, c'est un livre plus petit mais plus synthétique et plus large d'un certain côté, l'ensemble des famines. Alors, d'abord, le livre est centré essentiellement sur les famines du début des années 30, mais pas seulement en Ukraine, aussi au Kazakhstan, en Russie, mais aussi dans les camps, un petit peu en Sibérie, dans l'Oural, etc. Il faut savoir que l'ensemble de ces famines qui suivent la collectivisation forcée des campagnes, on y reviendra, c'est un phénomène donc global et absolument immense, puisque en 2 ans seulement, en gros, entre la fin de l'année, début de l'année 1931 et le milieu de l'année 1933, bon, mettons 2 ans et demi, ce sont 7 millions de personnes qui sont mortes de faim dans le plus grand silence, le silence absolu, total, secret absolu, sur cette tragédie terrible, sur ce crime de masse, voire ce génocide. On va revenir sur ça. Et donc, c'est quelque chose d'absolument énorme. Enfin, hein. Bon, on connaît, et Dieu merci, bien, enfin, la Shoah, avec ses 6 millions de victimes juives. Mais, si vous voulez, pour la période d'avant la Seconde Guerre mondiale, pour la période de l'entre-deux-guerres, au fond, c'est une tragédie démographique sans pareil. 7 millions de morts en temps de paix. Donc, c'est un phénomène, évidemment, qui interpelle. Et ensuite, j'ai aussi un peu traité aussi, mais seulement en perspective, de 2 autres famines qui ont marqué l'histoire soviétique, mais qui sont différentes, évidemment. C'est la famine de 1921-22, qui est une famine de sortie de guerre civile, qui a fait entre 2 et 5 millions de morts. Je dirais pourquoi ce chiffre, enfin cette fourchette assez large, on peut y revenir après. Et puis la dernière famine, qui est une famine de sortie de guerre, après la Seconde Guerre mondiale, une qui est absolument méconnue, la famine de 1947, qui a fait encore 1 million de morts. Donc, pendant cette courte période soviétique, moins de 30 ans, environ 10 millions de personnes sont mortes de faim, avec évidemment des situations différentes, parce que ces 3 famines sont des famines différentes, dans leur contexte, etc. Leur cause. Leur cause, oui, bien sûr, on y reviendra. Et j'ai surtout centré néanmoins mon propos sur les grandes famines de 1931-33, c'est-à-dire celles qui sont consécutives à la collectivisation des campagnes. Et c'est un sujet quand même très très peu connu, parce qu'au fond, si vous voulez, sur les horreurs qui se sont passées en Union soviétique, si vous voulez, surtout, disons, pendant la première moitié de l'existence de l'Union soviétique, jusqu'à la mort de Staline. On connaît le goulag grâce à Solzhenitsyn, on a connu le goulag. Les purges, voilà, donc de 1937-39, 37-38, 39. Bon, mais les famines sont restées l'événement le plus tabou de l'histoire de l'Union soviétique. Car souvenez-vous, lorsque Khrouchtchev, en 1956, au moment du 20e congrès, a dénoncé une partie des crimes de Staline, il a parlé du goulag, il a parlé des purges,
il a parlé des erreurs militaires de Staline, etc. Mais il n'a pas dit un seul mot sur les famines, qui sont restées vraiment l'événement tabou, puisqu'au fond, il ne peut pas y avoir de pire régression, n'est-ce pas, au fond, que ces famines, des famines non provoquées pas du tout par des conditions météorologiques, j'y reviendrai, mais vraiment par une politique spécifique, prédatrice de l'État sur les récoltes. Et au fond, la famine, c'est cette régression extraordinaire qui est aux antipodes complets de cette idée de modernisation, de marche vers le progrès que voulait donner le régime soviétique. Alors, on va surtout développer, bien sûr, la famine de 1932-33, mais peut-être quand même un mot sur celle de 1921, c'est le sortir de la guerre. Et puis le contexte, le fait que l'URSS est un vaste pays paysan. Oui, absolument. Bien sûr. Alors, il faut savoir pourquoi au fond, ces famines et où est le problème du rapport entre l'État et la paysannerie. Donc, François vient de le rappeler, l'Union soviétique, la Russie, est essentiellement un pays donc paysan, puisque que ce soit en 1917 ou même en 1939, la proportion de paysans n'a baissé au fond que de 85 à un peu moins de 80% de la population durant ces 25 premières années du régime soviétique. Alors, la famine de 1921-22, c'est une famine de sortie d'un cataclysme qui a été la Première Guerre mondiale, les révolutions, les guerres civiles, donc qui a été marqué par une formidable opposition très rapidement entre l'État soviétique à ses débuts et la paysannerie. On aurait pu penser qu'au début, il y avait une convergence, puisque les premières mesures prises par les bolcheviks en octobre 1917, ça a été de donner les terres aux paysans, ou plus exactement, de permettre aux paysans de se saisir des terres dont ils s'étaient en réalité saisis avant octobre 1917, au cours de l'été et de l'automne 1917. Lénine a eu l'intelligence politique d'avaliser cette immense révolution paysanne qui s'était développée au cours de l'année 1917, qui était le grand rêve de la paysannerie russe, au fond, depuis des générations. La terre, en fait. Oui, de s'approprier la terre. Mais évidemment, il y avait d'emblée un malentendu entre les bolcheviks et les paysans, parce que si les bolcheviks ont été les seuls qui ont compris qu'on ne pouvait pas s'opposer à cette révolution paysanne, alors que les défenseurs habituels de la paysannerie, qui étaient les socialistes révolutionnaires, eux n'ont pas, pendant le moment où ils étaient au pouvoir, pendant quelques mois durant l'été 1917, ils ont voulu s'opposer d'une certaine manière à cette saisie sauvage des terres. Les bolcheviks, avec Lénine, ont dit « bon, on ne va pas pouvoir s'y opposer, donc on va faire un décret sur la terre », ce qui a été les deux premiers décrets pris par les bolcheviks, c'est le décret sur la paix et le décret sur la terre. Mais en réalité, dans le programme bolchevique, il ne s'agissait pas de donner la terre aux paysans, mais de procéder à une collectivisation des terres, déjà, n'est-ce pas, une collectivisation, parce Lénine considérait qu'il fallait donc que l'État ait le contrôle sur cette masse énorme de la paysannerie et collectiviser les terres. Son idée, c'était que les paysans
se mettre dans des coopératives, c'est-à-dire en vérité des kolkhozes, où la terre serait mise en commun, mais l'idée étant que l'État décide des prix et au fond que ces kolkhozes ravitaillent les villes. Or, le grand problème qu'il y a eu dès le début, c'est que, en fait, les paysans ont profité évidemment de cet apport de terre grâce à la Révolution, qui n'était pas si grand que ça d'ailleurs, parce qu'il y avait en fait plus de 25 millions de foyers paysans. En moyenne, chacun a gagné à peu près 1 hectare de terre. Donc c'était vraiment assez peu. Mais surtout, très rapidement, dans cet immense chaos qui a suivi la Révolution, les paysans se sont dit qu'au fond, ils allaient enfin pouvoir manger à leur faim. Et dans la mesure où ça n'avait pas beaucoup de sens de vendre les produits agricoles parce qu'on ne pouvait plus véritablement acheter de produits manufacturés, étant donné que toute l'économie s'était effondrée, vous voyez qu'ils n'ont pas voulu ravitailler les villes parce qu'au fond, ils n'avaient pas tellement intérêt à vendre puisqu'on ne pouvait rien, ils ne pouvaient rien acheter en échange. Et donc, très rapidement, un conflit surgit entre le nouveau régime et la paysannerie, parce que le nouveau régime va envoyer des brigades d'ouvriers affamés des villes, puisqu'en 1918-19, les villes manquent de ravitaillement, et il va y avoir très rapidement un conflit majeur entre la paysannerie et le régime bolchevique, qui se marque par des dizaines et des dizaines d'insurrections paysannes, etc. Et le résultat de tout ça, c'est donc... Pardon, parce que là, sur ce point-là, on parle d'insurrection paysanne, des dizaines et des dizaines, c'est plus que ça, non ? Oui, enfin, il va y avoir... Donc, bien non, sûr, mais juste, oui. Parce que c'est pas l'image qu'on a de la Révolution, et c'est peut-être important d'insister au sens insurrection, c'est vraiment quelque chose de brutal. Ah oui, c'est extraordinairement brutal, oui. Et puis, si vous voulez, ces insurrections paysannes, ce sont des provinces entières qui se soulèvent contre le régime dès 1918, dès 1919 et surtout en 1920, à tel point que, si vous voulez, Lénine doit reculer en 1921 lorsqu'il proclame la nouvelle politique économique, c'est-à-dire qu'il stoppe, au fond, cette collectivisation, il stoppe les réquisitions menées avec une grande brutalité par ces brigades de réquisition. Et à ce moment-là, dans ce chaos de 1921-1922, survient une famine très forte qui est le résultat à la fois d'un véritable effondrement économique, qui est le résultat d'années de réquisitions violentes faites par ce système qu'on appelait le communisme de guerre, où les paysans devaient donner leurs grains à l'État, au fond, dans un système de réquisition. Et on a donc une première grande famine qui est celle donc de la sortie de cette guerre civile, justement, qui se développe en 1921-1922. Tout ceci sur un fond d'épidémie, d'effondrement de l'économie. Et lorsque je disais que les chiffres pour cette famine de 1921-22, qui affectent évidemment les régions les plus riches d'un point de vue agricole, parce que ce sont elles qui étaient le plus ponctionnées, c'est-à-dire l'Ukraine déjà, mais pas seulement, les régions de la Volga, les régions du Tchernosium, c'est-à-dire au fond les régions des terres noires, c'est plutôt donc le sud de la Russie, l'Ukraine, le Caucase du Nord. Toutes ces régions les plus riches sont celles qui souffrent le plus de toutes ces réquisitions de la période du communisme de guerre entre 1918 et le début de 1921. Alors, tout à l'heure,
tu disais qu'il y avait une estimation avec une fourchette importante de 2 à 5 millions. Oui. Pourquoi cette... Alors pourquoi cette fourchette importante? Parce qu'en fait, d'abord, il y a un chaos d'un point de vue, au fond, des statistiques démographiques, c'est très compliqué, mais des études assez récentes ont montré que à peu près 5 millions de personnes périssent dans les campagnes de la région de la Volga, du sud de la Russie, de l'Ukraine. Mais en gros, on estime qu'avant, on pensait que tous ces gens étaient morts de faim, mais en fait, ils sont morts aussi d'épidémies. Donc, au fond, on pense qu'il y a environ 2 millions, peut-être 3 millions qui sont morts de faim et encore 2 millions d'épidémies pour montrer ce collapsus véritablement, cet effondrement économique, social. Mais à la grande différence de ce qui va se passer sous Staline, c'est que Lénine appelle à l'aide internationale et reconnaît la réalité de cette famine. Et d'ailleurs, il y a une aide internationale qui se développe, et notamment par des organisations humanitaires américaines pilotées par l'American Relief Association, l'ARA, dont le président est d'ailleurs un des futurs présidents des États-Unis, Hoover, qui était président juste avant Roosevelt. Voilà. Et donc, c'est une famine qui n'est pas une famine secrète comme celle que l'on va avoir 10 ans plus tard. D'ailleurs, il y a une assez grande documentation sur cette première grande famine de l'époque soviétique. Alors, est-ce qu'il y avait des famines dans l'Empire russe? Oui, il y en avait, bien sûr, mais à un niveau bien moindre, puisque la plus grande famine, disons, du XIXe siècle, c'était celle de 1891, qui a été le résultat de mauvaises récoltes, mais aussi d'une politique résolument exportatrice sous Alexandre III, un moment où la Russie, en plein boom industriel, exportait massivement, mais pour cette famine de 1891 qui a énormément frappé et scandalisé l'intelligentsia russe. On a des textes de Tolstoï, de Tchekhov et d'autres grands intellectuels russes sur cette terrible famine. Grâce à une mobilisation extraordinaire de la société, on a pu faire un réseau d'aide quand même assez efficace. Il y a eu 500 000 morts de famine en 1891. On n'est quand même pas du tout dans les mêmes chiffres que l'on va avoir, notamment dans les terribles famines, bien pires encore que celles de 21-22, du début des années 30. Alors, donc, sur la famine de 21-22, tu disais que c'est un événement documenté, ça veut dire que notamment qu'il y a des photos. Oui, absolument. Hein, des photos qui témoignent très précisément de... Oui, d'ailleurs, c'est une famine où il y a eu beaucoup de reportages. Si on prend par exemple la presse française, pour ne prendre que cet exemple, il y avait pendant des mois et des mois des articles sur cette famine dans les régions essentiellement de la Volga, avec de terribles photos qui, d'ailleurs, si on regarde Internet, par exemple, souvent, on les met pour la famine de 31-33, qui, elle, est une famine où il n'y a pratiquement pas de photos, parce que personne n'a pu aller voir ce qui se passait, sauf Gareth Jones. Voilà, c'est l'enjeu du film, c'est justement l'enjeu du film. Oui, dans l'ombre de Staline, puisqu'il a été, au fond, le seul journaliste occidental qui, par effraction, en essayant de tromper et en trompant pendant quelques jours ces anges gardiens du NKVD, a pu se rendre en Ukraine
mais on reviendra sur on va y cette revenir, question. oui, tout à fait. Alors donc on fait un saut en avant jusqu'au début de la collectivisation. Donc en fait, Lénine recule, mais Staline va poursuivre l'idée initiale de collectiviser l'ensemble des terres et Absolument. de manière oui, brutale. brutale, oui. Parce que là où Lénine s'était arrêté au printemps 1921, sous, disons, parce qu'il y avait une résistance de la société qui était forte. On a retenu généralement l'épisode de la révolte des ouvriers et des marins de Kronstadt, donc de cette base navale qui menaçait, cette révolte qui menaçait le cœur même du pouvoir bolchevique, c'est-à-dire la ville de Pétrograd. Mais en fait, la véritable raison du recul de Lénine et de la direction du parti bolchevique au printemps 1921, ça a été évidemment cette explosion de révolte paysanne, d'insurrection, de révolte paysanne en Ukraine, dans les régions de la Volga, dans la province de Tambov, en Sibérie, qui ont obligé le pouvoir soviétique à un moment donné, le pouvoir bolchevique, donc à reculer et à mettre fin à cette période du communisme de guerre. C'est le tournant du 10e congrès du parti, mars 21, la nouvelle politique économique, c'est-à-dire remplacer les réquisitions par un impôt en nature et laisser les paysans en paix pendant un certain temps, c'est-à-dire rétablir un semblant de mécanisme du marché. Le problème, c'est que les paysans n'ont toujours pas intérêt à vendre leur production à l'État, aux villes, aux coopératives d'État, parce qu'il n'y a pas de véritable économie de marché sous la NEP pendant ces 5-6 années de trêve économique où subsiste dans ce pays dit socialiste, ou en tout cas toutes les structures sont nationalisées, les structures principales d'économie, les banques, le commerce extérieur, l'industrie, et où reste évidemment cette pseudo-économie de marché dans des conditions très contraintes. Alors, le grand problème du régime soviétique dans la seconde moitié des années 20, c'est que comment industrialiser le pays, comment dégager des ressources pour l'exportation si on ne peut plus exporter de blé comme le faisait le régime tsariste. En fait, la révolution a abouti à une archaïsation, si vous voulez, du mode de production paysan. Parce que sous le régime tsariste, il y avait des grands domaines, beaucoup de grands domaines. Il y avait une classe de paysans entreprenants qu'on appelle les koulaks. Et bon an, mal an, le régime, enfin l'économie tsariste exportait beaucoup de produits agricoles. La production agricole dans un système de marché tel qu'il s'était mis en place, surtout, disons, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, permettait à l'Empire russe d'être un des premiers exportateurs européens de produits agricoles, de céréales, mais aussi de produits agricoles, de viande, de fromage. Enfin, il y avait une agriculture dynamique. La révolution, avec la parcellisation extrême des exploitations agricoles, puisque tous les grands domaines des propriétaires fonciers, les domaines plus importants d'une paysannerie propriétaire qui étaient les koulaks, tout ceci a disparu au moment de la Révolution, puisqu'il y a eu un partage que les paysans appelaient un partage noir des terres. Chaque paysan a obtenu 1 hectare de terre en moyenne par famille, mais le résultat a été une parcellisation et une archaïsation de l'agriculture, puisqu'il n'y a pas eu
de modernisation de cette agriculture dans une industrie qui, ne l'oublions pas, s'est effondrée de 80% entre 1913 et 1921. Et donc le problème pour le régime soviétique, c'est que, au fond, il n'arrive plus à exporter, que le paysan, certes, mange à sa faim, mais il n'y a pratiquement pas de production pour exporter. Pour générer des richesses, pour générer des richesses et même pour ravitailler suffisamment les villes. Et donc, il y a de grands débats entre les dirigeants communistes, Trotsky, Bukharin, Staline et d'autres, enfin, sur comment est-ce qu'on va pouvoir régler ce maudit problème de la paysannerie. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va pouvoir dégager des surplus du monde agricole pour industrialiser le pays, pour exporter et importer les biens d'équipement. C'est toutes ces questions qui sont débattues pendant les années 20. Et finalement, Staline prend une solution radicale avec des oppositions au sein du parti, pas tellement de Trotsky, mais de Bukharin, qui lui disait il faut y aller très doucement vers à pas de tortue pour essayer de créer des coopératives. Ça prendra des dizaines et des dizaines d'années, plusieurs générations, mais il ne faut surtout pas brusquer la paysannerie, surtout pas collectiviser ces terres, parce que ça va être un désastre. Et donc, Staline, nonobstant finalement les oppositions au sein du parti qui sont quand même minoritaires, décide en 1929 ce qu'il appelle le grand tournant, c'est-à-dire user de nouveau de la violence pour collectiviser les terres, et les kolkhozes devront donner à l'État, donc les exploitations paysannes devront donner une part très importante, quasiment gratuitement à l'État, pour pouvoir exporter, quitte à ce que les paysans ne mangent plus à leur faim. C'est ça le principe du kolkhoze, c'est un prélèvement de l'État qui contrôle la production agricole. Tous les paysans leurs terres, si vous voulez, sont collectivisées, le cheptel est collectivisé. Sont extorqués en quelque sorte. Sont expropriés véritablement, oui. Même si la notion de propriété en Russie est un peu différente de celle que l'on a en Europe occidentale, parce que c'était des coopératives agricoles qui tournaient et on redistribuait les terres en fonction de la taille des familles. C'était un système assez complexe. Mais l'idée, c'est que l'État va contrôler la distribution et va prélever une partie importante des récoltes pratiquement gratuitement. C'est une forme de réquisition. De réquisition. C'est une nouvelle forme de réquisition, mais un système plus pérenne, puisque là, c'est l'idée donc de mettre les gens dans des exploitations collectives et qu'ils doivent remplir un plan de production que l'État, au fond, confisque aux paysans. Alors, quand on regarde la carte de l'URSS, cette immensité, on se pose la question quand même sur des milliers de kilomètres, comment un État peut, en quelques mois, en deux années, collectiviser l'ensemble des terres de manière aussi rapide, en fait. Comment tout ça, dans chaque village, se met en place? Alors, comment se met en place? Oui, c'est une question intéressante. Donc maintenant, on a pas mal d'archives sur la manière dont s'est faite cette collectivisation. Alors, si vous voulez, il y avait toujours des gens qui allaient être gagnants, parce que, si vous voulez, le kolkhoze, c'est une structure, disons, assez rigide, mais qu'il faut faire tourner avec un certain nombre de personnes qui vont avoir une promotion, qui vont devenir les petits chefs, des brigadiers, etc., etc. Et donc, on envoie dans un premier temps des brigades de gens venus des villes,
fameux, les 25 000, donc des brigades qui sont envoyées dans les villages, qui convainquent quelques paysans pauvres qui ont compris qu'au fond, ils ont un intérêt à entrer dans les kolkhozes, parce que ça va leur permettre, s'ils entrent dans le parti, il y a des places à prendre si vous voulez, pour devenir fonctionnaire du kolkhoz, etc. Et sous la contrainte, on va collectiviser avec l'aide, évidemment, de forces de police, etc. Donc, il y a un mouvement qui se fait sous la contrainte. Alors, on peut se demander, oui, comment est-ce qu'on est arrivé à briser cette résistance? Et pourquoi les paysans qui ont résisté en 1920-21 ne résistent plus? Il y a des raisons assez pratiques, c'est-à-dire qu'en 1919-1920, un grand nombre de paysans étaient revenus de la guerre. Il ne faut pas oublier que la paysannerie composait l'essentiel des troupes de l'armée, avec leurs fusils dans cette sorte d'auto-démobilisation de l'armée russe, et ils étaient armés et ils pouvaient véritablement résister comme ils l'ont fait pendant des années au moment de la guerre civile, donc dans cette sorte d'immense chaos armé. En 1900, au cours des années 20, les armes qu'avaient les paysans leur ont été confisquées et le régime a évidemment aussi arrêté tous les paysans les plus entreprenants qui auraient pu être les meneurs de cette révolution, de cette réaction. D'une forme d'insurrection. Une forme d'insurrection. Et donc, la collectivisation va de pair avec ce qu'on a appelé la dékoulakisation, c'est-à-dire que le régime va déporter des millions de paysans qui étaient les plus aptes à résister. Il va y avoir donc, collectivisation va de pair avec dékoulakisation, c'est-à-dire l'arrestation de millions, environ 2,5 millions de paysans, les plus entreprenants, les plus aisés, ceux qui étaient au fond les meneurs, vont être arrêtés. Qui risquaient de l'être. Qui risquaient de l'être aussi, oui, absolument, qui risquaient d'être des meneurs, exactement, parce qu'en fait, ça a été souvent des mesures préventives. Et au fond, on casse, les cadres qui auraient pu, dans les villages, il suffisait d'arrêter, disons, les éléments les plus actifs. C'était aussi, dans les villages, l'instituteur, le pope. Au fond, les élites des villages sont arrêtées, sont déportées, et ceci explique qu'au fond, les insurrections, les révoltes paysannes sont beaucoup moins fortes en 1930-31 que 10 ans auparavant. Mais il y en a quand même beaucoup. La seule année 1930, on a 14 000 insurrections, révoltes paysannes. Dans tout le pays. Dans tout le pays, mais elles sont brisées. Là où la résistance a été la plus forte, c'est en Ukraine, qui concentre la moitié des révoltes et des insurrections paysannes. Pourquoi l'Ukraine? Parce qu'évidemment, l'Ukraine était la partie agricole la plus riche de l'Union soviétique, là où les paysans avaient le plus à perdre de la collectivisation et de l'entrée forcée dans les kolkhozes. Et en 1930, on peut dire que le régime arrive à briser cette résistance paysanne. Et évidemment, tout ceci s'accompagne aussi, c'est l'autre volet, d'une propagande effrénée, selon laquelle, au fond, on va promettre aux paysans une tractorisation, une mécanisation, qu'ils vont pouvoir donc produire plus,
Et d'ailleurs, sur la couverture du livre, on va la revoir tout à l'heure. Oui, on voit une affiche d'un tracteur conduit par des paysans qui sont ralliés au système du kolkhoz, qui écrase le koulak avec sa fourche, et c'est au fond symbole de l'ancienne paysannerie. Donc il y a le mythe d'une modernisation. Or, en réalité, qu'est-ce qui va se passer ? Bien sûr, le régime fournit quelques dizaines de milliers de tracteurs au moment de la collectivisation. Mais ces tracteurs ne remplacent pas les millions de chevaux, de vaches, qui ont été abattus par les paysans lorsqu'ils sont entrés dans les kolkhozes en signe de protestation, parce que pour eux, le kolkhoz, c'est d'abord la vache qui ne leur appartient plus, le cheval qui ne leur appartient plus. Donc ça a été un désastre économique. La production... Peut-être juste pour bien expliquer ce point, c'est-à-dire que les paysans détruisent eux-mêmes leur propre cheptel, en quelque sorte. Leur propre cheptel. C'est-à-dire que... Une grande partie... oui, pas forcément intégralement, mais une grande partie avant... C'est une forme de terre brûlée, de politique de terre brûlée. Oui, une forme de protestation, évidemment. Donc, le résultat, c'est que avec la collectivisation, très rapidement, la production s'effondre. À la fois, le cheptel diminue de 30% en 2 ans, la production agricole de céréales baisse considérablement, mais l'État récupère gratuitement, au fond, par un système donc de réquisition sur la production du kolkhoz, récupère beaucoup plus de viande, évidemment de céréales, de pommes de terre, par la contrainte. Donc, les villes ne vont pas mourir de faim. L'URSS va exporter plus qu'elle ne l'a jamais fait en 1930, 31, 32, des millions de tonnes de céréales. D'ailleurs, le moment est très mauvais parce qu'il y a une crise en Occident, c'est le début de la dépression, et les prix des céréales, les prix agricoles s'effondrent sur le marché mondial. Et donc... le fait d'exporter rapporte moins que ça aurait pu. Le fait d'exporter rapporte beaucoup moins que ça aurait pu s'il n'y avait pas eu cette crise générale, cette crise qui a commencé en 1929 et qui se traduit par une baisse énorme des prix. Donc, on a ce phénomène, à la fois une désorganisation énorme de la production agricole, des paysans plus qui n'ont plus intérêt à travailler, puisqu'au fond, ils comprennent que la terre ne leur appartient plus, que le cheptel a été collectivisé. Et donc, on a une démotivation, ce qu'un historien russe a appelé la dépaysanisation, en fait, c'est-à-dire qu'au fond, en quelques années, le paysan perd, au fond, de la motivation de travailler pour lui. Donc, il devient un kolkhozien, un être un peu indolent, clochardisé, qui n'est plus propriétaire ni de sa terre, ni de son cheptel. Ni de ses outils. Ni de ses outils. Évidemment, tout est collectivisé. Mais, donc, on a une chute de la production et l'État, par contre, récupère par la force une très grande partie de ce qui est produit. Il ne faut jamais oublier, par exemple, que sous la NEP, le paysan ne pouvait commercialiser que 10% de sa production. Le reste, c'était de l'autoconsommation, ou bien il mettait quelques réserves de côté, etc. À partir de 1930, sur une production qui a chuté, l'État réquisitionne jusqu'à 50% de la production. Donc vous voyez que le paysan, il lui reste beaucoup moins à manger, voire plus rien du tout.
c'est ce qui va entraîner justement, c'est la cause évidemment de ces famines qui vont s'annoncer et qui vont se développer comme le résultat automatique, quasiment automatique, de cette collectivisation. On a eu absolument le même phénomène, on y reviendra peut-être après en Chine, après le grand bond en avant, avec ces terribles famines. Avec encore plus de morts. Avec encore plus de morts à la fin des années 50. Donc il y a quelque chose de concomitant, enfin dans le sens, on collectivise et après, évidemment, on casse un système de production et la famine apparaît très vite après. Alors, on arrive là justement à ce qu'on appelle malgré tout la grande famine, celle de 31, 32, 33. Oui. Ce qui est, pour comprendre, donc, il y a la collectivisation, l'outil de travail et le système est cassé, il y a la réquisition, oui. Et puis il y a le troisième acte qui est le plus incompréhensible et le plus méconnu. C'est celui du confinement, le terme malheureusement oui. Est bien utilisé, du confinement des paysans par le pouvoir soviétique. Oui, voilà, parce que donc, il faut bien comprendre que quelles sont les régions, au fond, qui vont souffrir le plus? Alors, il y en a 3 grandes, pour résumer. Elles sont vraiment grandes. La première, c'est le Kazakhstan. Le Kazakhstan, c'est un énorme pays qui fait à lui tout seul 4 fois la France, enfin une région qui a un statut de république socialiste parmi, vous savez qu'il y en aura 15 au total, de républiques socialistes soviétiques qui forment l'URSS. Bon, à l'époque, on n'en a que 4, et le Kazakhstan fait partie donc, de ces républiques socialistes soviétiques. Le Kazakhstan est à des milliers de kilomètres de Moscou. Le Kazakhstan est une zone qui a toujours été considérée, disons, comme une sorte de zone frontière un peu semi-coloniale, où il y a à la fois des colons paysans slaves, russes, ukrainiens, pour l'essentiel, qui sont venus s'installer au Kazakhstan à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, tout simplement pour chercher des terres. Ce sont des grandes steppes avec, là où il y a une possibilité d'irrigation, plutôt d'assez bonne capacité pour l'agriculture, mais ce sont surtout des régions d'élevage. Et au Kazakhstan, il y a donc à la fois une paysannerie plutôt slave et des éleveurs nomades kazakhs. Alors pourquoi le Kazakhstan est touché le premier et de manière terrible? Parce que le gouvernement stalinien décide de procéder à une collectivisation massive du cheptel kazakh, qui est un des cheptels les plus importants de l'Union soviétique. Et il y a un plan assez fou de sédentarisation des éleveurs kazakhs, parce qu'on considère qu'on va les fixer ainsi dans des grands kolkhozes, on va les sédentariser, c'est un stade supérieur de développement que ces Kazakhs ne soient plus nomades. Pour qu'ils ne soient pas nomades. Et c'est donc à la fois cette conjonction de collectivisation du cheptel. Pourquoi? Parce que on décide qu'on va ravitailler les villes avec la viande du bétail kazakh, voire exporter de la viande. Il y a tout un grand projet d'exportation de la viande. Le résultat, c'est que collectivisation du cheptel plus un énorme programme de sédentarisation, ça va amener à des résultats catastrophiques, surtout que lorsqu'on collectivise le cheptel, on tue les bêtes pour, en principe, ravitailler en viande les villes, mais on n'a absolument pas
de systèmes frigorifiques, on a des problèmes de transport, donc il y a un gâchis énorme et les éleveurs kazakhs préfèrent tuer leurs bêtes avant d'entrer dans les kolkhozes parce que, si vous voulez, c'est quelque chose pour eux d'absolument... un bouleversement total dans leur mode de vie. On veut qu'ils cultivent la terre, qu'ils cessent d'être des éleveurs kazakhs. Le résultat, c'est qu'en 2 ans, on assiste à une chute de 88% du cheptel kazakh. Donc, en plus, ces masses de millions de bêtes qui sont abattues, personne n'en profite parce qu'il y a des pertes énormes. On n'a ni l'infrastructure, ni cette industrie agroalimentaire. Enfin, c'est une catastrophe absolue. Et le résultat, c'est qu'en 2-3 ans, on a 1 400 000 Kazakhs, éleveurs essentiellement, qui meurent de faim sur une population de 4 millions d'habitants. On a donc 35% un Kazakh sur 3 Un Kazakh sur 3 qui soit meurt de faim, soit meurt d'épidémie, d'épuisement, parce qu'en plus, à ce moment-là, il y a en plus une épidémie de variole absolument terrible. Voilà. Et donc, ça, c'est un désastre absolu, qui a été très peu documenté, et ce n'est que les toutes dernières années qu'on a eu un certain nombre d'études sur cette famine terrible au Kazakhstan. Tout ceci est passé sous silence. Et en plus, les autorités locales, donc c'est un des lieutenants de Staline, un certain Goloshokin, on est loin de Moscou. Donc il dit, mais non, il n'y a pas de famine, il ne se passe rien. Ce qui compte pour la direction stalinienne, c'est que la viande arrive, même... et à la limite, ils ne savent pas très bien ce qui se passe parce que les autorités locales font écran et il faut donc attendre qu'un responsable, un haut responsable kazakh qui a un peu l'écoute de Staline l'avertisse, lui dise que voilà ce qui se passe. Mais bon, c'est beaucoup trop tard et en tout cas, ce qui compte pour la direction stalinienne, c'est que le plan de livraison de viande soit rempli. Ça, c'est le premier grand épicentre de la famine. Le deuxième grand épicentre, c'est évidemment l'Ukraine. L'Ukraine, et là, on a un cas particulier et particulièrement dramatique. Pourquoi l'Ukraine en Ukraine, on va avoir une proportion, enfin, la proportion est moindre de victimes qu'au Kazakhstan, mais le chiffre est plus grand. Puisque en Ukraine, il faut imaginer, donc l'Ukraine, c'est un pays de la taille de la France et qui a la population à l'époque équivalente à la population française, c'est-à-dire environ 35 millions d'habitants au début des années 30, sur une superficie qui est égale à la France, composée pour 80% de paysans, une région agricole riche, et c'est évidemment une région qui n'est pas trop loin de Moscou, et donc avec d'assez bonnes communications, donc ferroviaires, etc. Donc c'est un grenier à blé idéal pour ponctionner. Ce n'est pas trop loin. Il y a de bonnes infrastructures de transport. Donc pour l'exportation, c'est l'Ukraine qui va devoir donner le plus de blé pour l'exportation et pour le ravitaillement des villes de l'Union soviétique en blé, en pain, etc. Et donc les chiffres donnés, le plan donné à l'Ukraine dès 1931 est extrêmement élevé puisque c'est à peu près la moitié de la production de céréales de l'Ukraine qui doit être réquisitionnée dans le cadre de plans que chaque kolkhoz doit remplir sous donc la pression, évidemment pression politique, pression économique, pression policière aussi. Et en plus, en Ukraine, il se passe une chose, c'est que
il y a on peut dire une protestation des cadres du Parti communiste ukrainien qui, c'est un fait absolument sans précédent dans les annales du Parti communiste, qui rechigne et refuse en juillet 1932 les plans demandés par Moscou. Et donc, Staline se rend compte, enfin en tout cas, il a cette idée que l'Ukraine est un danger, que les Ukrainiens, y compris les cadres du parti, mais aussi l'intelligentsia, sont animés de nationalisme ukrainien. Il faut savoir évidemment qu'entre 1918 et 1919, il y a eu une république indépendante ukrainienne pendant presque une année. Ce que tu avais évoqué lors d'une de tes précédentes interventions. Oui, c'est ça. Et donc, au fond, il y a une tradition d'opposition. Il y a véritablement une idée nationale ukrainienne qui était présente, évidemment, dès le XIXe siècle, etc. Donc, là, il y a une conjonction. Ce n'est pas seulement une opposition paysanne, mais une opposition de l'intelligentsia, des cadres, y compris des cadres communistes. Et pour Staline, il faudra briser vraiment avec la plus grande violence cette opposition à la fois. Et donc, Staline va lancer à la fois une purge du parti, une purge de l'intelligentsia, et évidemment va traiter l'Ukraine de manière plus violente encore, plus dure, la paysannerie ukrainienne, qu'ailleurs. Et là, il prend des mesures particulièrement dures. Alors, les mesures particulièrement dures, c'est que, par exemple, que tous les kolkhozes, les villages, enfin, les districts qui ne remplissaient pas le plan, on va les soumettre à un traitement d'une dureté incroyable. C'est-à-dire, on va d'abord fermer tous les commerces. Bon, il n'y avait déjà pas beaucoup de magasins dans les campagnes, mais on va priver les paysans de tous les produits manufacturés. Enfin, tout le réseau de commerce est fermé. Ensuite, on va non seulement prendre obliger les kolkhozes à remplir le plan de collecte, de livraison de céréales, de pommes de terre, de viande, mais des brigades vont être envoyées dans les villages, toujours des brigades, donc des villes, mais aussi avec une participation d'un certain nombre de paysans auxquels on a promis une part du butin et qui ne vont pas mourir de faim puisqu'ils vont pouvoir, on va leur donner une part de ce qui aura été pris chez les kolkhosiens qui en avaient un peu de réserve. Et donc, il va y avoir une véritable confiscation de tous les réserves, les petites réserves qu'avaient encore les kolkhosiens. Mais ça va très loin parce qu'on va prendre, c'est un véritable pillage, on va prendre jusqu'au dernier sac de pommes de terre, on va prendre jusqu'au dernier sac, par exemple, de sarrasin. C'est-à-dire on va aller au-delà des collectes, des livraisons, des plans de livraison obligatoires. On va procéder à des mesures incroyables. Par exemple, on va tuer déjà tous les chiens, les chats, dans l'idée qu'ils pourraient être mangés en cas de famine. On va par exemple couper les arbres fruitiers des jardins pour qu'au printemps suivant, les gens n'aient pas à manger. Et l'idée de Staline, c'est qu'au fond, il faut punir des paysans qui résistent. L'idée de la famine, c'est qu'au fond, c'est une arme. Punir les paysans qui résistent à l'imposition de ce système kolkhozien et qui résistent, d'après lui, qui ne veulent pas remplir le plan de collecte, le plan de livraison à l'État. Donc ça va extrêmement loin. Et la dernière mesure, donc aujourd'hui on peut reconstituer pendant les quelques mois décisifs de l'automne
1932 jusqu'au début de l'hiver 1933, ces procédures d'extraordinaire violence qui sont mises en œuvre, surtout en Ukraine. La mesure extrême, c'est 22 janvier 1933, Staline, dans un télégramme secret, ordonne à tous les responsables, donc de la police politique, les militaires aussi, l'armée est aussi impliquée, évidemment du parti, de faire un blocus autour des villages qui n'ont pas rempli le plan. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, supprimer la vente des billets de chemin de fer pour que les paysans ne puissent plus se rendre dans les villes pour trouver du travail. On va mettre des cordons de troupes autour des villages pour empêcher les affamés de partir. Vous savez, lorsqu'il y avait une famine ou une disette, quelle est, au fond, la solution de survie d'un paysan? C'est de partir vers les villes, c'est de partir. Il a toujours fait. La famine de 1922, la famine de 1891, le réflexe pour un paysan, c'est évidemment, lorsqu'il y a une catastrophe agricole, c'est d'aller chercher du secours, de partir vers les villes, de fuir vers les villes. Or là, on va donc fermer cette possibilité de partir vers les villes. Donc on va enfermer les paysans dans leur village, sans aide. Et évidemment, il y a une autre raison pour bloquer, pour faire ce blocus des villages affamés, c'est que l'information sur ce qui se passe dans les villages ne parvienne pas jusque dans les villes. Parce qu'évidemment, il y a une omerta totale. Personne dans les médias, personne ne peut parler de cette famine qui simplement ne peut pas exister au pays des soviets, au pays du socialisme, alors qu'on proclame là, au fond, que le socialisme est en train d'être construit en Union soviétique. Et donc, des mesures sont prises pour bloquer les paysans dans leur village. Et on peut imaginer ce qui se passe donc à partir du moment où ils sont laissés sans rien et où ils ne peuvent pas se sauver du village. Et donc, c'est le moment le plus terrible, l'hiver 1933, enfin les premiers mois de 1933, jusqu'à la prochaine récolte. Donc, pendant 6 mois, en 6 mois, pratiquement, au fond, c'est 3,5 millions de paysans qui meurent de faim dans ces villages bloqués. Donc, sur une population paysanne totale d'environ 29 millions d'habitants. Oui, c'est un paysan sur 10 à peu près. Oui, enfin, ça c'est la population totale de l'Ukraine, mais en paysans, comptant que c'est à peu près 80%, en fait, c'est un paysan sur 7 ou sur 8 qui meurt de faim, donc en Ukraine pendant 6-7 mois où la famine sévit durant donc l'hiver et le printemps 1933. Alors, l'heure tourne et alors, oui, on va montrer des images et des cartes tout à l'heure pour illustrer un peu tout ça, même s'il y en a très peu, mais il y en a quelques-uns. Une question un peu technique d'historien et de démographe, c'est-à-dire quand on lit un peu des choses sur cette famine en Ukraine, au Kazakhstan, on lit des estimations qui varient, hein, comme celle de... Donc, comment calcule-t-on le nombre de morts ou estime-t-on le nombre de morts d'une famine? Voilà, alors ça c'est une bonne question. Alors ça a été extrêmement... Enfin, il y a eu évidemment beaucoup d'approximations pendant très longtemps. Alors aujourd'hui, depuis 3 ans,
il y a un grand projet qui s'appelle le Harvard Holodomor Project, qui mobilise énormément de démographes, et ce sont ces données que à la fois Appelbaum et moi-même avons utilisées, puisque ce sont des travaux de démographes qui sont tout à fait récents. Donc, on a eu accès à des séries statistiques sur à la fois donc la mortalité, le déficit de natalité, de manière significative. Donc pendant longtemps, ça a été sous-estimé parce que tout ça, c'était évidemment des documents secrets, à tel point qu'au fond, c'était les types de séries d'archives qui étaient déclassifiées en dernier. Et il faut savoir que pour la Russie, où l'accès est beaucoup plus limité qu'en Ukraine, on n'a pas encore toutes ces séries statistiques. Et donc, les démographes ont pu avoir accès ces dernières années à toute une série donc, de séries statistiques par district, voire même par groupe de villages, qui ont permis, en recoupant à la fois les séries de natalité et de mortalité habituelles, et en prenant en compte un taux d'approximation et de non-enregistrement de mort, de mortalité, d'arriver à des résultats assez fiables qui nous permettent donc aujourd'hui d'avoir des chiffres relativement précis qui d'ailleurs aujourd'hui ne sont pas contestés. D'ailleurs, on est plutôt un petit peu, mais ça c'est un phénomène qui arrive très souvent, en deçà des estimations plus hautes que l'on donnait. Par exemple, il y a une dizaine d'années, les Ukrainiens disaient plutôt qu'ils avaient perdu 6 millions de morts, alors que maintenant, on arrive à un chiffre, par exemple, assez précis de 3 900 000, plus 600 000 de perte de natalité. Donc les démographes estiment que l'Ukraine a perdu 4,5 millions en perte totale, donc 3 900 000 de surmortalité et 600 000 de sous-natalité, tout ça en l'espace d'un an. Voilà, plus les 1 500 000 au Kazakhstan, plus d'autres régions qu'on va voir tout à l'heure. Plus à peu près 1,5 million dans la République de Russie, mais en prenant en compte donc des régions plutôt peuplées d'Ukrainiens comme le Kouban, mais administrativement rattachées à la Russie. Alors, le film que vous avez peut-être vu déjà, soit au festival, soit tout à l'heure, que vous allez voir après notre rencontre, évoque Gareth Jones. Mm-hmm. Donc, vous disiez qu'il y avait très peu de journalistes. Finalement, donc il y a une forme de blocus, d'omerta. Oui. Néanmoins, il y a non seulement des journalistes, mais il y a des ambassadeurs, il y a quelques Occidentaux qui se trouvent en Ukraine ou dans d'autres parties de l'URSS. Donc, est-ce que les Occidentaux connaissent l'existence de cette famille? Il y a des rumeurs. Oui, bien sûr. Et si oui, comment ils réagissent? Alors, donc, un collègue historien, Andrea Graziosi, a retrouvé, il y a déjà une dizaine d'années, des documents tout à fait exceptionnels qui sont les dépêches des diplomates italiens. Les Italiens et les Allemands avaient plusieurs consulats en Ukraine, à Kharkov, à Kiev, mais aussi à Odessa. Et ils ont adressé donc sur place quelles étaient les sources étrangères pour avoir accès à cette réalité. Il y avait
un petit réseau de consulats, essentiellement les Italiens, les Allemands, les Polonais, qui avaient, disons, pour des raisons historiques, et oui, surtout des raisons historiques, curieusement, les Français n'avaient pas de consulat général en Ukraine et à Odessa, enfin à Odessa par exemple. Ils auraient pu, mais ils n'en avaient pas. Et en tout cas, les mieux informés étaient les Italiens et les Allemands. Donc deux puissances fascistes, voilà, qui, de manière très étrange, n'ont pas, ni Mussolini, ni Hitler, n'ont fait de publicité pour... Ils auraient pu, mais ils ne l'ont pas fait. Alors, du point de vue des Français, ils étaient moins bien informés que les Italiens et les Allemands et que les Polonais aussi. Bon, les Polonais avaient évidemment une frontière commune avec l'Ukraine. Et il y a eu évidemment un fameux voyage d'Édouard Herriot en août 1933, juste au moment le pire de la famine. Et Herriot n'a rien vu, n'a pas voulu voir. Il y a un formidable livre d'une de mes jeunes collègues qui s'appelle Sophie Queré, qui a pu montrer en détail, grâce à l'accès qu'elle a eu privilégié aux sources de la police politique des gens qui encadraient Édouard Herriot, pour montrer comment on avait organisé ce voyage, comment on avait... Enfin, les autorités soviétiques avaient carrément mis des faux kolkhozes, comment ils avaient organisé des réceptions dans un ou deux kolkhozes modèles, et Herriot s'est fait avoir, évidemment, et vous savez, donc, ces fameuses déclarations que j'ai traversé l'Ukraine, je l'ai vu tel un potager en plein rendement, et l'ambassadeur de France de rajouter, on a vu devant notre voiture filer quelques poules. S'il y avait eu une famine, évidemment, il n'y aurait pas eu de poules. Ces malheureux auraient mangé les poules plutôt que de se nourrir de cadavres comme le prétendent les mauvaises langues. Et donc, voilà. Alors, du côté des diplomates occidentaux, les Italiens, les Allemands, les Polonais ont su en grande partie. Il y avait des rapports extraordinairement intéressants. Peut-être qu'on verra la couverture on va du le voir, livre d'Andrea Graziosi qui s'appelle « Lettres de Kharkov », dépêche des diplomates qui comprenaient très bien les choses, mais ça a été resté secret et le gouvernement italien n'en a pas parlé. Il y a eu des débats à la Société des Nations. Il y avait un diplomate norvégien qui a été assez actif, qui a essayé de faire quelque chose, de rendre publique cette question de la famine à la Société des Nations, mais ni la France ni la Grande-Bretagne n'ont suivi, et donc le débat n'a pas eu lieu. Et il y a eu donc la question de la presse. Alors, il y a eu quelques articles, mais très peu dans les journaux français sur ces rumeurs autour d'une famine, mais pas de journalistes qui ont pu y aller. Et le seul journaliste qui est allé sur place, c'était en fait même pas un journaliste accrédité, c'était un ancien chef de cabinet de Lloyd George, donc ce fameux Gareth Jones, qui était un jeune gallois qui est allé à Moscou
et qui a eu l'idée, enfin disons, il a eu quelques contacts et il est allé, il a pris le train, il a trompé la surveillance donc au fond des gens du NKVD. Il est descendu de nuit dans une petite gare à 60 km de Kharkov et il a marché pendant 3 jours et il a vu toutes ces horreurs. Pendant 3 jours avant d'être arrêté, il a très mal fini, le pauvre, puisqu'il a, il a été expulsé, mais ensuite, en 1935, 2 ans plus tard, il est allé en Mongolie et là, il a été victime donc de bandits et il a disparu voilà. C'est une mort très suspecte. Une mort très suspecte. Et dans ce film, on voit évidemment l'autre côté du journalisme des correspondants étrangers à Moscou. C'est le fameux Walter Duranty, journaliste du New York Times, accrédité à Moscou, prix Pulitzer, un grand prix donc du journalisme, qui était à Moscou depuis plus de 10 ans et qui, lui, était vraiment acheté, on peut dire, par le régime, qui vivait dans le grand luxe et qui a écrit contre donc Gareth Jones, qui en revenant, après avoir été expulsé, a écrit quand même plusieurs articles de fond dans des journaux britanniques et américains. Et Walter Duranty a écrit contre lui un article dans lequel il disait que Russians hungry but not starving, donc il y a les Russes ont un peu faim, mais ils ne sont pas affamés. Et donc, vu le poids de Duranty, qui était connu, très connu, le pauvre Gareth Jones ne pouvait pas faire le poids. Et puis, son journal, c'est le New York Times. Le New York Times, bien sûr, oui. Alors, il nous reste un quart d'heure. On va vous présenter quelques images qu'on va commenter. Nathalie, si on peut envoyer... Voilà, merci. Donc, le PowerPoint. Alors, pardon. Voilà. Alors là... Donc là, on voit... Près du micro. Une carte, oui, avec un petit peu, donc, les régions qui sont touchées. Donc, on a l'Ukraine, vous voyez, la région des Terres Noires, le Kouban, donc c'est une région extrêmement riche, voilà, du sud de la Russie, enfin au pied du Caucase, où on a donc une très forte surmortalité, une région où il y a beaucoup d'Ukrainiens aussi, et on a évidemment cette immense masse du Kazakhstan, voilà ici, mais on a aussi des poches de famine dans l'Oural, en Sibérie occidentale, la région de Narim, et aussi dans le nord. Alors pourquoi dans le nord, région d'Arkhangelsk? Parce que c'est une des régions de déportation des koulaks qui ont été déportés et ces malheureux n'étaient pas ravitaillés, donc ils étaient soumis à un travail forcé dans des conditions épouvantables et il y a eu de très nombreux déportés koulaks, donc qui de tous les coins de Russie, de l'Union soviétique, des koulaks ukrainiens, russes, etc., qui sont également morts de faim, donc dans la région d'Arkhangelsk. Voilà. Donc, alors, on a aussi, alors pardon Nicolas, mais dans les légendes, hein, on a les émeutes de la faim qui sont voilà, avec ce point levé. Les points levés, donc on en a dans la région. Il y en a eu dans la région de Tachkent, il y en a eu à Ivanovo, donc près de Moscou, pas très loin de Moscou. Voilà, il y en a eu aussi à Borisov, donc en Biélorussie. Ces émeutes de la faim, c'était plutôt dans les petites villes ouvrières, ouais, très mal ravitaillées, parce que il faut bien comprendre que malgré cet énorme désastre qui a frappé les paysans, il ne faut pas penser que les villes étaient pour autant bien ravitaillées.
parce que priorité était donnée aux exportations, et même si on ne mourait pas en masse de faim dans les petites villes non prioritaires, sur les systèmes de ravitaillement, mais on souffrait de disette et il y a eu des émeutes de la faim aussi en milieu urbain. Voilà. Alors dans les autres légendes, vous avez les ronds. Là, un rond de cette taille, ça correspond à 4000 manifestations. Oui. Donc Ça, évidemment en Ukraine, oui. ou 1000 ou 500. Donc tous les ronds correspondent à des foyers de manifestations contre la collectivisation. Contre la collectivisation, oui, il y en a eu donc un peu partout, mais le gros morceau, c'était évidemment l'Ukraine, bon, dans les terres noires, la moyenne Volga. Donc la carte, au fond de la famine, recouvre aussi, il faut bien le comprendre, la carte des régions les plus riches d'un point de vue agricole ou de l'élevage et des régions de plus forte résistance paysanne à la collectivisation. Alors, on voit Kharkov ici, dont on va voir des photos là tout à l'heure. Donc on enchaîne. Voilà, avec une carte donc extraite du que sais-je. Oui. Alors, en fait, donc, on peut quand même aujourd'hui arriver, donc, vous voyez, à des chiffres assez précis sur la mortalité. Donc, les deux régions d'Ukraine les plus touchées, c'est la région de Kiev et de Kharkov, avec respectivement plus d'1 million de morts. Pourquoi ces régions ont-elles été les plus frappées ? Donc ça correspond à une mortalité de 180 pour 1000, c'est-à-dire dans ces régions, 18 personnes sur 100 sont mortes de faim. Donc c'est des proportions absolument énormes. Pourquoi ces régions ? D'abord parce que c'était les régions les plus fertiles, là où les réquisitions étaient les plus fortes, les régions les mieux desservies aussi par les transports. Donc, si vous voulez... et les plus au nord aussi. Oui, et les plus proches aussi, bien sûr, des grands centres industriels de la Russie, mais aussi sont celles où les transports étaient les plus efficaces pour ponctionner et pour emmener le blé. C'était les régions où la résistance était la plus forte aussi. Alors, par exemple, pourquoi la région de Tchernigov, là, en fait, j'ai mis les noms ukrainiens parce que avant on disait Tchernigov, maintenant ça fait partie de l'Ukraine, donc c'est les noms ukrainiens. Pourquoi, par exemple, dans cette région, il y a moins de morts de famine? On est dans des taux de mortalité de à peu près 3 fois moins élevés que qu'à Kiev. Eh bien, pour une raison vraiment, on peut dire, très pratique, c'est que ce n'est pas une région de monoculture de céréales, ce n'est pas une région où il n'y a que de la culture, c'est une région boisée en partie, et là, les gens ont survécu en allant faire de la cueillette dans les bois les plus proches, par exemple. Voyez ? Donc, il y a plein d'éléments qui expliquent, au niveau local, des différences, si vous voulez, d'intensité. La région de Donetsk, par exemple, c'est là où il y a eu le moins, donc dans le Donbass, c'est là où il y a eu le moins de morts parce que c'était une région industrielle et beaucoup moins agricole que le reste de l'Ukraine. C'était une région habitée par des Russes aussi, et non pas tellement par des Ukrainiens. Et donc on voit qu'aujourd'hui, on peut, de manière plus fine, faire une véritable géographie des intensités de famine à l'intérieur même d'une grande région comme l'Ukraine. Voilà. Alors on va enchaîner avec des photos d'abord de propagande, on peut les appeler comme ça. Oui, voilà. Donc ça, ce sont des photos tout à fait officielles pour montrer au fond que le blé rentre.
Voilà. Alors, le chef tient une des longues barres de fer utilisées pour les fouilles parce que les paysans cachaient leurs grains carrément dans le sol, enfin creusés, ou très souvent dans les sous-sols de leur isba. Et c'est avec cet outil qu'ils sondaient le sol, notamment dans la cour, dans l'enclos, pour essayer de voir si on peut trouver des grains enfouis, pas très profondément, mais voilà. Donc on cherchait absolument à retrouver les grains. Expose les sacs de blé. Bon, c'est un peu la même mise en scène. La même mise en scène. Alors, très intéressant, les gardes à cheval. Donc, pour une des manières pour les kolkhosiens de survivre, c'était d'aller de nuit, surtout on envoyait les femmes et les enfants, couper des épis, on les appelait les coiffeurs, et ils bourraient leur chemise, enfin voilà, même ils ne portaient pas de sac, d'épis de blé qu'ils ramenaient à la maison, les épis pris dans les champs collectifs, on les appelait les coiffeurs. Et des gardes à cheval patrouillaient dans les champs pour essayer d'attraper ces coiffeurs, gardes armés qui n'hésitaient pas à tirer sur les paysans. Il y avait aussi, on avait édifié des milliers et des milliers de tours de guet assez primitives dans les champs où les gardes surveillaient que les paysans ne volent pas des épis avant la récolte, puisque la récolte était ensuite emmenée en camion, était réquisitionnée. Donc il y avait toute une manière pour essayer d'éviter que les paysans ne se défendent. Pour Staline, les paysans n'étaient que des voleurs, des gens qui refusaient de travailler pour le kolkhoz, pour le bien de la collectivité. Et donc, on voit un garde armé qui surveille un dépôt de pain. Voilà. Bon, on va continuer parce qu'on ne va pas avoir le temps de tout passer, sinon. Voilà. Donc là, ce sont les rares photos qui ne sont pas des photos de propagande. Qui ne sont pas des photos de propagande. Il y a eu un ingénieur autrichien en poste à Kharkov qui a pris quelques dizaines de clichés. Et ce sont, au fond, sur cette famine, on n'a véritablement qu'une vingtaine de clichés authentifiés qu'il a ensuite envoyés au cardinal Wienerberger. Et c'est la seule collection de photos authentifiées sur la famine de 1932-33. Oui, c'est vraiment une information importante. C'est-à-dire que sur un événement d'une telle ampleur, 7 millions de morts, il n'existe qu'une vingtaine de photographies, dont vous allez voir certaines. Donc celle-ci notamment. Voilà, alors, maison de paysans abandonnés, parce que, si vous voulez, avant l'interdiction par Staline le 22 janvier, en fond de blocus, les paysans ont essayé de se sauver et au fond les images symboles de cette famine en Ukraine, ce sont des maisons abandonnées tout simplement. Alors, une de ces très rares photos prises par cet ingénieur autrichien, donc de paysans mourant au bord des routes. Ici aussi, donc famille mourant de faim sur un terrain vague. Les paysans essayaient d'arriver le plus proche des villes, et même si, évidemment, personne n'était allé photographier les morts dans les villages, les photos que l'on a, ce sont des photos de paysans qui se sont approchés des villes pour mourir souvent avant d'atteindre les villes.
parce qu'évidemment, ces mesures de blocus n'étaient pas absolues. Malgré tout, si vous voulez, c'est tellement énorme qu'on ne pouvait pas mobiliser. Alors, on bloquait évidemment plus de ventes de billets de chemin de fer, etc. Mais bon, un certain nombre de paysans ont réussi quand même à approcher des villes et à mourir en ville. Une des photographies les plus célèbres, donc d'Alexander Wienerberger, qu'il a prise dans la banlieue de Kharkov. Voilà, mais on revoit la photo tout à l'heure, voilà. Et ça c'est une autre photo. Une autre photo. Alors c'est une photo prise sur Internet. Les originaux des photos sont de qualité. Enfin, là c'est un agrandissement qui n'est pas de bonne qualité. Mais bon. Et donc des photos volées, donc de gens morts dans la rue. Là c'est des gens qui sont déjà morts. Qui sont déjà morts à Kharkov, donc voilà, qui étaient prises. Alors, là, on a à la fois un livre consacré à Walter Duranty et un autre à Gareth Jones. Voilà, donc un des premiers livres... Et les articles de presse de Gareth Jones. Voilà, alors que Duranty, donc l'apologiste de Staline, donc le journaliste américain du New York Times, qui apparaît dans le film, bien sûr. Alors, donc c'est un fait historique assez peu documenté, mais il existe des livres. Oui. Donc, on va voir quelques couvertures. Voilà, donc un des tout premiers livres, donc Mirondolot, qui était publié dans une des collections, vous savez, célèbres par Guillaume Mallory, qui date des années 80. C'est le premier, enfin, avec le film de Conquest, le livre de Conquest, voilà, un des tout premiers. Donc ça, c'est les fameuses lettres italiennes. Oui, les lettres de Kharkov, la famine en Ukraine. Donc c'est un recueil de lettres des diplomates italiens que Andrea Graziosi a découvert dans les archives du ministère des Affaires étrangères italien et qu'il a publié il y a une dizaine d'années. Famine rouge d'Applebaum, donc qui est sorti l'an dernier. Et là aussi, donc, un livre sorti au début des années 2000. Donc, ce sont des témoignages, c'est traduit, donc des témoignages recueillis après la chute de l'URSS, au début des années 90, auprès de survivants de la famine en Ukraine. Il faut dire qu'il y a une énorme différence entre le traitement de la famine en Ukraine et en Russie, parce qu'en Ukraine, c'est depuis l'indépendance de l'Ukraine une tragédie qui est très largement enseignée, étudiée en Ukraine. D'ailleurs, le Holodomor, c'est le terme ukrainien pour la famine, l'extermination par la faim, est un élément fondamental ces dernières décennies, depuis 20 ans, de l'identité ukrainienne post-soviétique, alors qu'en Union soviétique et au Kazakhstan, le silence, en Russie et au Kazakhstan, il y a un véritable silence sur cette famine, à la fois la famine en Russie, on ne reconnaît pas la famine en Ukraine, évidemment, et c'est un des éléments de tension entre la Russie et l'Ukraine que cette question de la famine et de la responsabilité de Staline. Le gouvernement ukrainien depuis 2006, le Parlement ukrainien depuis 2006, a reconnu la famine en Ukraine comme un génocide. Les historiens donc discutent sur cette qualification. Certains sont d'accord, d'autres pas, pour des raisons assez complexes d'un point de vue juridique. Mais en tout cas, pour les Ukrainiens, pour le Parlement ukrainien, en 2006, il a solennellement affirmé que la famine de 32-33 en Ukraine est un génocide perpétré par le régime stalinien contre les Ukrainiens.
Alors, donc, le premier grand livre... Oui. Ah, pardon. Voilà, de Robert Conquest, La Grande Terreur, suivi des Sanglantes Moissons. Donc 2 livres en un. Ça a été une réédition chez Robert Laffont à la fin des années 90. Un grand roman du grand écrivain russe-soviétique Vassili Grossman, l'auteur de Vie et Destin. Le premier témoignage littéraire sur la famine, qui évidemment n'a pas été publié du temps de l'URSS et qui est sorti après la chute de l'URSS. Oui, on le trouve dans la collection bouquins à l'intérieur du gros livre consacré à Vassili Grossman. Grossman, oui. Voilà, on arrive à la fin, donc votre livre bien sûr, et puis oui, encore plus récent que celui de Sophie Curé, où il y a juste un chapitre sur le voyage de Herriot, un très bon livre, donc d'une jeune historienne ukrainienne mais installée en France et qui est professeure à l'INALCO. Sur le fameux voyage. Sur le fameux voyage d'Édouard Herriot et sur la manière dont il a été absolument roulé dans la farine, si on peut dire, par tout l'appareil de l'OGPU, donc la police politique, à propos donc de ce voyage. Alors, deux livres. Oui, donc voilà. Ça c'est l'État soviétique contre les paysans que j'avais publié il y a 8 ou 9 ans, mais qui est au-delà qui ne parle pas seulement de la famine, mais sur les rapports secrets de la police politique sur l'état des campagnes, et puis un CD audio qui date de 5-6 ans sur la grande famine en Ukraine. Alors, dernier carton, c'est justement la manière dont l'Ukraine commémore aujourd'hui, enfin depuis au fond son indépendance, avec un très grand monument au Holodomor à Kiev, mais aussi dans un très grand nombre de villes du pays. Le Holodomor donc veut dire en ukrainien la mort de faim intentionnelle. Donc, depuis son indépendance, le Parlement, le gouvernement ukrainien ont reconnu, au fond, cette tragédie comme un génocide. Encore une fois, donc, c'est aujourd'hui à peu près une dizaine de parlements de pays, les États-Unis, le Canada, la Pologne, mais aussi le Brésil, donc tous les pays baltes, des pays où existe une forte minorité ukrainienne, ont reconnu aussi la famine en Ukraine, le Holodomor, comme un génocide. Je rappelle que le grand inventeur de la notion de génocide, le juriste Raphaël Lemkin, dans un texte de 1953 qui a été publié il n'y a pas si longtemps, il y a une petite dizaine d'années, c'est un texte inédit, considérait que la grande famine plus la persécution des élites nationales et de l'Église autocéphale ukrainienne était un génocide. Alors, il faut dire que, évidemment, la définition, la conception de Lemkin du génocide est un peu plus large que celle qui a été adoptée par la Convention de l'ONU du 9 décembre 1948, parce que, vous le savez, cette convention limite le label, si on peut dire, de génocide à des groupes ethniques, nationaux, raciaux ou religieux. Et stricto sensu, dans la mesure où parmi les victimes de la famine en Ukraine, il y a 92% d'Ukrainiens, mais il y a aussi 8% de non-Ukrainiens,
juifs, de Russes, de Polonais, d'Allemands, enfin soviétiques, d'origine juive, polonaise, allemande, russe. On peut considérer, enfin disons, il y a toute une argumentation qui dit qu'au fond, les Ukrainiens n'étaient pas ciblés comme groupe ethnique comme tel. C'est la définition donc, adoptée par la Convention sur le génocide du 9 décembre 1948. Et donc il y a tout un débat pour savoir est-ce que les Ukrainiens étaient ciblés comme Ukrainiens en tant que tels ou comme paysans d'abord. Et donc, d'ailleurs, ni Anne Applebaum, Applebaum et moi-même avons conclu en disant que stricto sensu, si l'on prend en compte stricto sensu la convention de l'ONU, il est difficile de faire entrer la famine dans la catégorie de génocide. C'est un crime contre l'humanité, mais je dirais que ce n'est pas, ça n'enlève rien à ce scandale absolument énorme qu'est la mort de millions d'affamés dans ces conditions. Merci beaucoup Nicolas Werth. Merci. Voilà. Merci en tout cas. Voilà. Bon, vous l'avez compris, hein, on est sur un fait hors norme terrible du XXe siècle qui a été occulté par l'histoire. On a la chance d'avoir à la fois un film mais aussi des livres qui sont publiés. Et donc Nicolas Werth va signer son livre, Les grandes famines soviétiques, édition Que sais-je, qui a le double intérêt d'être concis et peu cher. Donc je vous le recommande parce que c'est très dense et c'est passionnant évidemment. Et on est loin d'avoir épuisé le sujet, évidemment. C'est pas en 1h30 qu'on peut faire le tour d'une telle question. Merci beaucoup. Voyez ici. Ah oui. J'ai enlevé plein de questions que je voulais se poser. Mais c'est bien. C'est bien parce que les gens, si on leur explique pas à l'intérieur, après la c'est important. C'est là sur le thème du Bonjour monsieur, moi j'ai juste une question. Les massacres qu'il y a eu à ce moment-là, les morts qu'il y a eu à ce moment-là, les massacres vrais qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, pour que l'économie paysanne, l'agriculture